C'est le débat de Smart Impact. On va parler du coût de l'inaction climatique, de la nécessité de construire un baromètre de la décarbonation. Je vous présente mes invités tout de suite. Charlotte Degaut, bonjour. Bienvenue, bonjour. Vous êtes présidente cofondatrice de CO2 AI, plateforme d'action pour le développement durable. Et j'accueille également Francesco Bellino, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur associé partenaire au Boston Consulting Group et vous avez publié un rapport sur ce thème, cette importance d'un baromètre de décarbonation. C'était au mois de septembre dernier. Peut-être un mot du constat pour commencer, le coût de l'inaction climatique. Je commence avec vous, Charlotte Degaut. Est-ce qu'on a pu le modéliser, ça ? On s'en rend compte un peu intuitivement les uns et les autres. Encore en ce moment, là, on enregistre cette émission, on vient d'avoir des inondations dramatiques en Ardèche, donc intuitivement on le ressent, mais est-ce qu'on a pu le modéliser ? On le ressent. On sait que le coût de l'inaction climatique est bien plus élevé que le coût de la transition, et donc on a en fait zéro raison de ne pas accélérer. Avec Francesco, on publie tout juste cette étude où on a interrogé plus de 2000 entreprises qui représentent 45% des émissions mondiales. On s'est concentré sur les entreprises les plus grosses pour représenter celles qui émettent le plus. Et ce qu'on voit, c'est que si elles se mettent à l'action et qu'elles bougent sur leur trajectoire de décarbonisation, non seulement elles tirent des bénéfices liés à la décarbonisation en soi, mais en plus, elles tirent des bénéfices financiers de l'ordre en moyenne de 200 millions de bénéfices annuels nets. Ça, c'est un levier, évidemment, un argument, évidemment, très important. Perte de 20% du produit intérieur brut mondial d'ici 2100 en cas d'absence de lutte contre le réchauffement. Francesco Bellino, est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Parce qu'on se dit, OK, on est tous confrontés à des catastrophes climatiques, on se dit, bah oui, il faut faire quelque chose, sauf qu'ensuite, quand il faut activer les investissements, que ce soit au niveau privé, les entreprises, ou public, les États, c'est plus compliqué. Alors, vous avez mentionné le chiffre de 20% du PIB. Il est massif. Il est à 2100. Et souvent, une des difficultés sur ces notions d'inaction, c'est on se projette dans un avenir et c'est sûr que travailler aujourd'hui pour 2100, ça paraît toujours conceptuel pour les gens. Donc, en même temps, quand on parle de coût de l'inaction, c'est une réalité aujourd'hui. Vous prenez en France, les assureurs payent tous les ans des dédommagements pour catastrophes naturelles. Vous l'avez dit, c'est d'actualité aujourd'hui. Dans les années 2000, les assureurs français payaient 2,7 milliards par an à cause des catastrophes naturelles. Sur les années 2010, c'était 3,7 milliards. 1 milliard de plus en moyenne par an. En 2023, plus de 6 milliards. Donc aujourd'hui, c'est important, notamment sur la fréquence et l'ampleur de ces catastrophes naturelles, de se rendre compte que c'est un sujet actuel. Et c'est un levier d'action. Vous avez aujourd'hui des entreprises, effectivement, qui en prennent conscience, qui commencent à le voir dans leur bilan, ce coût d'inaction, et qui, du coup, mettent en regard des investissements pour s'y préparer au mieux, mais aussi pour atténuer le futur. Est-ce que ça se ressent, par exemple, sur les infrastructures, routières, ferroviaires, mondiales ? On sait à quel point elles sont exposées aujourd'hui ? Alors, les deux secteurs où finalement on en parle le plus, parce que comme vous le dites, on le sent et on le ressent, c'est les infrastructures. 30% des grandes infrastructures mondiales sont aujourd'hui exposées aux effets du changement climatique. Quand on parle infrastructure, on pense route, on pense pont. Les infrastructures électriques aussi sont un élément clé. J'étais récemment avec un grand dirigeant d'entreprise qui travaille sur les infrastructures électriques, qui disait que tous les systèmes, par exemple, qui ont été conçus dans les années 60-70 pour durer 80 ans, en raison du changement climatique, ont plutôt une durée de vie de 50 ans. Ce qui veut dire un besoin de renouvellement massif en infrastructure. Le deuxième secteur qui, je pense, est important à avoir en tête, c'est l'agriculture. Vous parlez aujourd'hui à la plupart des agriculteurs, ils ne savent plus ce qu'est une année normale climatiquement, puisque ça fait des années que rien ne se ressemble. L'exceptionnel est devenu la norme. Le GIEC a pas mal modélisé sur un avenir plus proche que 2100. Ils ont pris à 2050 l'évolution aussi pour l'agriculture. Vous prenez une denrée essentielle pour l'industrie, aussi agroalimentaire comme le blé. On anticipe, à cause du changement climatique, une hausse des coûts de blé de 30% à 2050. C'est des réalités économiques dont aujourd'hui les entreprises commence à prendre l'ampleur et du coup commence aussi à agir
pour y faire face. Oui, et alors je reviens au rapport que vous avez, sur lequel vous avez travaillé ensemble, avec un constat, le fait de rendre l'action climat, et biodiversité d'ailleurs, plus visible. Ça vous semble un enjeu majeur aujourd'hui, Charlotte Degault ? Mais en fait, si on réduit pas et si on n'est pas capable de mesurer ce qu'on réduit, en fait, on continue pas les efforts et c'est valable pour n'importe quel type d'effort dans la vie. C'est ce que les Américains disent, what gets measured gets done. Donc en fait, il faut mesurer et quantifier ce qu'on réduit pour pouvoir le valoriser. C'est plus difficile sur la biodiversité ? C'est plus difficile sur la biodiversité. C'est déjà très difficile sur le carbone, honnêtement. Mais la biodiversité, c'est encore plus intangible. Et donc, c'est encore plus difficile de mesurer et donc de réduire. Et puis, en plus, on parle d'échelle locale sur la biodiversité. Donc, c'est des dimensions de complexité qui s'additionnent. Quand on parle de baromètre de la décarbonation, quelle forme il pourrait prendre ce baromètre ? C'est exactement ce qu'on fait avec Francesco depuis 4 ans. C'est le fait de venir mesurer à grande échelle, comme je le disais, 2000 entreprises, plus de 40% des émissions mondiales. Donc vous évaluez les efforts qui sont la trajectoire en quelque sorte, c'est ce que vous pouvez nous dire. On évalue la trajectoire en demandant aux entreprises où est-ce qu'elles en sont de la mesure, parce que c'est la base, et puis où est-ce qu'elles en sont des progrès de décarbonisation et de réduction. Bon, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, le constat n'est pas très positif. Les efforts, on ne voit pas d'accélération sur ni la mesure ni la réduction, on voit plutôt une décélération. Oui. On discutait sur ce plateau avec Bertrand Badré, l'ancien directeur de la Banque mondiale, qui disait qu'il avait parfois, alors sur les levées de fonds notamment, sur la capacité à mobiliser de l'argent, une petite musique depuis 6-8 mois qui était la mode est passée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je trouve ça désastreux. Moi, j'ai mes cheveux qui s'hérissent sur le crâne. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous ressentez ça, vous aussi ? Je commence avec vous, Charlotte Degault, et je vous poserai la même question après. Alors, je ne pense pas que la mode soit passée. Je pense qu'en déjà, revanche... c'est pas une mode, on le rappelle, mais bon. On est bien d'accord, Oui. c'est pas une mode. Oui. C'est là pour durer, malheureusement, le changement climatique. Mais je ne pense pas que la mode soit passée. Je pense qu'en revanche, c'est difficile et les entreprises s'en rendent compte. Et donc, faire des progrès, ça prend du temps, ça prend des investissements, ça prend du focus stratégique de la part des équipes dirigeantes. Donc c'est pour ça que ça bouge pas en un claquement de doigts en fait. Votre avis là-dessus, Francesco ? Pour moi, il y a 2 choses qui sont en train de changer. La première est une notion de maturité. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec des directeurs financiers qui sont très confrontés à tous les sujets aussi de allocation de moyens, d'investissement, de reporting. J'avais un directeur financier récemment qui me disait on est en train de faire dans le développement durable, même en termes de reporting et d'action, ce qu'on a fait sur la finance pendant 70 ans. Là, on essaie de le faire en 10 ans. Et on doit le faire. C'est même pas on essaie de le faire. On doit le faire en 10 ans. Donc, je pense que c'est notamment normal. Avec la CSRD, le reporting financier imposé par tout comme tout nouveau secteur, c'est normal qu'à un moment, il y ait des grandes poussées, des moments de maturité. Je pense que beaucoup d'entreprises aussi aujourd'hui comprennent mieux la différence entre ce qui est volontariste ou du greenwashing versus ce qui a vraiment de l'impact. Donc je pense que les entreprises aussi sont plus sages dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles mettent en avant. En parlent peut-être moins et parfois c'est pas plus mal parce qu'au moins elles parlent des bonnes choses. Et après, l'autre facteur effectivement d'évolution, et là où je vous rejoins sur le côté de la crainte, c'est le contexte économique. Au fur et à mesure où le sujet du pouvoir d'achat monte en puissance, où certains commencent à parler de crise économique, c'est sûr que dans la tête d'un dirigeant ou d'une entreprise, l'équation devient plus compliquée. Mais c'est une des valeurs d'ailleurs du rapport, qui est comment à un moment on sort de cette opposition, est-ce que l'entreprise doit aller chercher l'argent ou l'environnement, et comment on arrive à réconcilier les 2 dimensions. C'est ce que vous disiez dès le début, finalement, ça peut rapporter à relativement court terme aussi des bénéfices. Le rôle de l'IA, il nous reste 2 minutes 30, il faut qu'on l'aborde évidemment, et c'est important. Face à cette complexité, la bonne utilisation de l'intelligence artificielle, c'est un levier ? Oui, c'est clairement un levier parce qu'on voit bien, c'est complexe, c'est long, donc tout ce qui nous rend plus efficace et qui nous permet d'aller plus vite, c'est essentiel. Et l'intelligence artificielle sur les sujets de comptabilité carbone, c'est un levier incroyable. On le voit dans l'étude, on pose la question, il y a
un facteur de 4,5 entre les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle et celles qui ne l'utilisent pas sur leur capacité à aller chercher des bénéfices de décarbonisation et des bénéfices financiers importants. Pourquoi ? Parce qu'en 2 mots, l'intelligence artificielle, en fait, ça permet de faire à très grande échelle, de manière très efficace, une comptabilité carbone de qualité qui permet de prendre les bonnes décisions. Par exemple, avec CO2AI, on travaille avec Reckitt Benckiser, une entreprise, on achète tous des produits de Reckitt chez nous, ils font de la lessive, des produits pour la vaisselle, etc. Des produits en fait très complexes à fabriquer et à décarboner. Et avec l'intelligence artificielle, on a réussi à quantifier les émissions de manière précise de 25 000 produits en 4 mois. Donc on passe un cap en termes de qualité de la donnée et derrière d'être capable de comprendre comment est-ce qu'on réduit l'empreinte carbone d'un produit une fois qu'on a la bonne donnée sur... Oui, ça rejoint ce que Francesco vient de nous dire, c'est-à-dire que comme on doit faire en 10 ans ce qu'on a fait auparavant en 70, grosso modo, sans cet outil, c'est quoi ? Impossible ? Trop compliqué ? C'est des mois, voire des années de travail, faire l'équivalent de comment alors c'est la question bateau sur l'IA, mais elle se pose aussi en la matière, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est l'humain qui va faire le choix du levier sur lequel il va appuyer, vous voyez ce que je veux dire. Comment aller contre ce que l'intelligence artificielle propose ? Comprenez ma question, parce que c'est très compliqué. On se dit, on a un outil, par exemple, moi je pense à ça pour la santé, par exemple. Une IA qui va proposer un diagnostic, quel médecin va oser aller contre ? Donc, qui prend la décision stratégique ? Voilà ma question. L'humain, toujours. Vraiment bien sûr. En tout cas, dans ce que nous, on fait et la manière dont on travaille avec les entreprises, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour leur donner des suggestions, des informations. Et puis après, il faut confronter ça aussi à ce qui est faisable, à ce que les fournisseurs peuvent fournir comme type de matière première. Est-ce qu'ils sont capables de passer à du recyclé rapidement ou pas ? Et de confronter ça à la réalité pour faire le plus vite, le plus optimal en termes de décarbonisation et d'enjeux aussi économiques. Mais ouais, donc... Gardons la main. Gardons la main. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce rapport. Et à bientôt sur Smart Impact. Voilà tout de suite notre rubrique Startup.